D'abord, la Commission électorale nationale indépendante qui va procéder ce vendredi 6 avril 2018 à la publication des statistiques des électeurs par entité électorale, et ce conformément au calendrier électoral rendu public dernièrement. Cette publication ou cette opération qui va intervenir après l'enrôlement des électeurs est la conséquence de la consolidation et du traitement qualitatif des données au Centre national des traitements grâce au système automatique d'identification biométrique AFIS ou ABIS. Pour y parvenir, la Commission électorale nationale indépendante a procédé à la détection automatique des doublons, la comparaison des empreintes digitales et la photographie à partir de la base des données de l'ensemble des électeurs enrôlés. Le fichier qui sortira de toutes ces opérations va assurer le principe de l'unicité de l'électeur. Rappelons que la Commission électorale nationale indépendante a enrôlé plus de 46 millions d'électeurs qui ne constituent que des données brutes. Après sa participation à la formation des renforcements des capacités en matière d'utilisation de la machine à voter, la responsable de la Commission électorale nationale indépendante dans la province du Haut-Katanga amorce des séances de sensibilisation. Première étape, le gouvernement provincial avec à sa tête le gouverneur Célestin Pandé Kapopo. Le reportage à Lubumbashi de notre correspondant Roger Ngandouva-Mitaba. Permettre à tous les membres du gouvernement provincial du Haut-Katanga ainsi qu'à leurs cabinets respectifs à comprendre les fonctionnements de la machine à voter. C'est en tout cas l'essentiel de cette séance de sensibilisation organisée par le gouverneur Célestin Pandé Kapopo en collaboration avec la CENI au gouvernorat du Haut-Katanga. Une occasion pour la secrétaire exécutive de la CENI, Fabienne Mukulumoya, de rassurer l'assistance qui a près de 2,2 millions électeurs qui ont été enrôlés dans la province et que l'opération de nettoyage du fichier électoral va bientôt commencer. Concernant la machine à voter, la patronne de la CENI, dont le Haut-Katanga a donné les avantages de cet outil avant de passer à un vote simulé séance tenante. Les avantages sont nombreux. Nous insistons sur le format même du bulletin, parce que par le passé, vous voyez que le format était trop grand et trop volumineux, mais le bulletin que nous allons utiliser pour cette fois-ci, c'est un bulletin réduit et qui nous permet de faire les 3 votes au même moment. L'autorité provinciale du Haut-Katanga, Célestin Pandé Kapopo, s'y est prêté. Il sera suivi par son vice Jean Kalenga Mambepa et par d'autres membres du gouvernement provincial. Signalons que 8 machines à voter seront dispatchées dans 8 circonscriptions électorales du Haut-Katanga. Après les gouvernements, la CENI fera la même gymnastique avec l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et toute la population en vue du rendez-vous électoral qui aura lieu en décembre 2018. Situation inquiétante à la Cour constitutionnelle qui siégera à partir de ce vendredi dans ce que certains qualifient d'illégalité. En tout cas, selon l'article 157 de la Constitution, la haute cour composée de 9 membres est renouvelée par tiers tous les 3 ans. La loi fondamentale prévoit qu'il soit procédé au tirage au sort d'un membre par groupe. Installé en 2015, le délai pour renouveler le tiers expire ce 4 avril. D'après la loi organique de cette instance judiciaire, le renouvellement doit être opéré au plus tard 1 semaine avant l'expiration de l'échéance, mais aucune initiative n'a été activée dans ce sens. Voilà qui inquiète certains observateurs, surtout en ce qui concerne la valeur ou la crédibilité des actes qui poseront les hauts magistrats de demain. Pour rappel, sur les 9 membres qui composent la Cour constitutionnelle, 3 viennent du Parlement, 3 sont proposés par le Conseil supérieur de la magistrature, alors que les 3 autres sont nommés sur initiative personnelle du président de la République. Le tribunal des garnisons de Kinshasa-Gombe continue à chercher la vérité sur l'affaire opposant le ministère public
au présumé membre de la milice Kamunan Sapou. Le prévenu Mazanga Mazarin, chargé de la justice et droits humains de l'UDPS, affirme qu'il n'était pas assisté lors de son audition et qu'il aurait signé les procès-verbaux par contrainte, pointé comme le recruteur de ce mouvement. Sa défense promet de démontrer avec preuve à l'appui que son client est innocent. Suivez tour à tour le bâtonnier Matadi Wamba, avocat de la République, et maître Ange Mouakou, avocat de la défense. Mais le tribunal, dans tout cela, il va chercher à savoir où est la vérité, n'est-ce pas? Vous savez, nous sommes en matière pénale. Nous sommes en matière pénale où le juge fonde sa conviction, même sur des éléments qui n'ont l'air de rien. Lorsque l'accusé Mazarin, qui pourtant était assisté, n'est-ce pas, d'après les procès verbal, oui, et qui dit, mais non, mais l'avocat est venu à la fin de l'audience. Et l'avocat m'a dit, bon, écoutez, signez, moi je suis à la fin de l'interrogatoire et tout ça. Mais on va pouvoir chercher là-dedans si le procès verbal a été substitué ou bien au contraire, il a été rédigé tel qu'il est là, du début à la fin, d'une même main. Ça, on peut vérifier. Hein? Où est cet avocat-là? Pourquoi il n'est pas ici? Ça est vérifiable. On l'entraîne ici en justice, on ne sait pas est-ce qu'il est auteur ou co-auteur. C'est ça le premier problème. Deuxième problème, si dans l'hypothèse où que Mazarin aurait organisé le mouvement terroriste Kamouenan Sapou, en qualité de qui? Le ministère public, il nous a exhibé ici devant tout le monde comme pièce de conviction d'abord, de photos tirées sur Facebook, et tout le monde, vous le savez, qu'on peut dupliquer le Facebook, le compte là. Deuxième problème, il y a aussi une liste des membres du mouvement Kamouenan Sapou. Mais dans la liste là, le nom de Mazarin, ça ne se retrouve pas. Nous, de la défense, il y a des éléments que nous devons démontrer devant la presse. Une lueur d'espoir pour la restauration de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Celle-ci renaît par le renforcement de la MONUSCO dans sa résolution 2409 du Conseil de sécurité. Un satisfait du gouvernement congolais qui espère voir la situation sécuritaire s'améliorer sur terrain. Suzy Kibiro Marie pour le commentaire. Des lobbyings ont été menés par le gouvernement congolais auprès de ses partenaires de la SADC, de l'Union africaine et des pays membres du Conseil de sécurité en vue de voir le renforcement du mandat de la MONUSCO. Concrétisé à ce jour, le gouvernement se réjouit du fait que la brigade d'intervention aura entre autres la possibilité de combattre les groupes armés avec ou sans l'intervention de l'armée congolaise FARDC. Ouf de soulagement pour la population de l'Est de la RDC, victime des attaques des forces négatives qui y sèment la désolation. La présence sur terrain des forces onisiennes devra rassurer la population qui doit se sentir protégée. Celles-ci devront contribuer, selon le gouvernement congolais, à réduire les risques avant, pendant et après toute opération militaire des offensives ciblées et énergiques en RDC. Pour le gouvernement, la situation sécuritaire devra s'améliorer sur terrain. Il attend de cette brigade une plus grande performance et force de frappe dans ce partenariat avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Le gouvernement est donc satisfait du fait que la MONUSCO va désormais imposer la paix. Sachez que cette brigade a une capacité d'environ 3000 hommes. Une unité spéciale composée des militaires tanzaniens, sud-africains et malawites. Elle est déployée essentiellement dans la province du Nord Kivu qui fait face aux multiples groupes étrangers et locaux. Les pourparlers se poursuivent entre le gouvernement et les organisations impliquées dans les questions humanitaires en vue de la participation de la République démocratique du Congo à la conférence de Genève prévue pour le 13 avril prochain. De son côté, Filippo Grandi, chef du HCR qui séjourne en RDC, est déterminé à palper les réalités sur terrain pour évaluer la mise en œuvre de l'assistance humanitaire et la protection en faveur des réfugiés. Suzy Kibiroma. Un séjour congolais de Filippo Grandi, chef du HCR, dans un climat de controverse
où le gouvernement a confirmé sa non-participation à la conférence de Genève prévue le 13 avril prochain. Filippo Grandi, dans une mission officielle au Congo démocratique, devra rencontrer les réfugiés installés dans l'est de la RDC. Surtout qu'une polémique sur les chiffres des familles déplacées défraie la chronique. Le gouvernement parle de 231 241 déplacés internes, alors que les humanitaires parlent de plus de 4 millions de déplacés. Voilà qui pousse le gouvernement à juger ambigu et alarmiste ces statistiques qui découragent les opérateurs économiques qui veulent investir en RDC. OCHA a donc pris acte du refus de Kinshasa de participer à cette rencontre de Genève, mais garde espoir que les Congolais reviendront à la raison. L'Union européenne projette de mobiliser plus d'1 milliard de dollars réclamés par les humanitaires pour répondre aux multiples crises humanitaires en RDC. Filippo Grandi, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, en visite au Congo démocratique, doit en collaboration avec la Commission nationale pour les réfugiés lever toutes les zones d'ombre sur les chiffres réels des réfugiés déplacés internes. Ceci dans le cadre de la mise en œuvre de l'assistance humanitaire et de la protection en faveur des réfugiés rapatriés et déplacés en RDC. Toujours dans ce chapitre, je vous le disais, les hauts commissaires de l'ONU aux réfugiés étaient ce jeudi à la primature avec le chef du gouvernement. Ils ont échangé sur des stratégies communes dans le pays de la région pour résoudre la situation des déplacements croisés des réfugiés. C'était une séance de travail entre le Premier ministre Bruno Tshibala et la délégation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, conduite par Filippo Grandi, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Au menu, la question des réfugiés. On a parlé de l'accueil qui a été donné depuis très longtemps par la République démocratique du Congo à des centaines de milliers de réfugiés des pays voisins. J'ai dit au Premier ministre que ma première visite ici en tant que haut commissaire pour les réfugiés est un moyen aussi de reconnaître le rôle important que la RDC a joué dans l'accueil, dans la protection des réfugiés dans la région. On a parlé des réfugiés congolais qui se trouvent dans les pays voisins et de la nécessité de stabiliser les conditions dans leur province pour qu'ils puissent rentrer. Et on a parlé de la nécessité d'avoir une stratégie commune avec les pays de la région pour résoudre ces situations de déplacement croisés, si vous voulez. Par rapport au désistement de la RDC à la conférence de Genève, Filippo Grandi se dit inquiet en rassurant que la RDC est indispensable à cette rencontre. Il y a des éléments dans le concept de cette conférence qui nécessitent une discussion ultérieure avec le gouvernement. Je pense que cette discussion est possible. Je souhaite qu'elle se passe. C'est mes collègues à New York, mes collègues de la coordination humanitaire qui vont, et la mission ici, bien sûr, la représentante spéciale du secrétaire général, qui ont la responsabilité de dialoguer avec le gouvernement à ce sujet. Les Nations Unies sont ouvertes au dialogue. Personnellement, je pense que c'est important que cette conférence se tienne, parce que ça représente une occasion de mobiliser la communauté internationale pour aider le Congo à faire face à des problèmes humanitaires. Je pense aussi que c'est indispensable que le gouvernement soit présent pour présenter son cas et pour qu'on puisse l'appuyer. Quant à la prise en charge des réfugiés en RDC, les hauts commissaires des Nations Unies pour les réfugiés félicitent le pays de Joseph Kabila pour le respect des normes. Dans un autre chapitre, le chef du gouvernement, Bruno Tshibala, a convoqué une réunion spéciale de quelques membres du gouvernement et des services relevant de l'exécutif national. Il était question de voir comment organiser les funérailles de l'ancien Premier ministre et sénateur André Boboliko, décédé dernièrement à Bruxelles. Pamphile Kayombo. Ces quelques membres du gouvernement et des services de sécurité se sont retrouvés autour du Premier ministre, président de la commission préparatoire des obsèques du feu Boboliko Lokonga, sénateur et président du PDSE. Il était question pour cette commission d'élaborer un programme, non seulement du rapatriement du corps de l'illustre disparu, mais aussi celui des obsèques. Vous savez qu'il y a un protocole légal en ce qui concerne les anciens présidents d'assemblée, présidents de gouvernement, donc Premier ministre,
et que nous devons absolument déférer à ce protocole légal. C'est pour cela qu'il y a eu cette première concertation autour de son Excellence Monsieur le Premier ministre pour préparer le retour de la dépouille de feu Monsieur Boboliko et préparer les honneurs publics qui lui sont dus, ainsi que le retour des membres de sa famille, soit qui l'ont accompagné à l'étranger pour ce dernier voyage qu'il a effectué, soit qui y sont et qui voudraient revenir pour les funérailles en République démocratique du Congo. Il s'y est de signaler que le gouvernement, à travers cette commission, est en parfaite collaboration avec la famille de l'illustre disparu. Au Parlement, 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour mercredi à la plénière de l'Assemblée nationale. Les députés nationaux ont tout d'abord examiné la question relative au transfèrement des eaux de la rivière Ubangui vers le lac Tchad, mais également la question orale avec débat adressé au directeur général de la Société nationale d'électricité. Le reportage de Neftali Bouamoutala Ousseni avec Tchankabiona. Devant les députés nationaux, le ministre de l'Environnement a édifié sur la problématique du transfèrement des eaux du fleuve Congo, de ses affluents vers le pays de la SADC, déficient en eau. Les chefs de référence ont défini ce qui devait couvrir des études de faisabilité. Du reste, on considérait à identifier pour éviter les conséquences positives et négatives du transfèrement des eaux du bassin du fleuve Congo vers le lac Tchad sous des plans environnementaux, socio-économiques, logistiques, techniques et géopolitiques et politiques internes. Plusieurs questions et recommandations ont été posées et formulées à l'endroit du ministre Ami Amatobé. Pour certains députés, il faut que la RDC saisisse officiellement le Conseil de sécurité de l'ONU pour exprimer son refus. Pour d'autres, il faut faire ce que le ministre a dit, c'est-à-dire mener des études de préfaisabilité avant de décider sur les transfèrements de eaux. En second lieu, le directeur général de la SNEL a répondu à la question orale avec débat lui posée par les députés Boniface Balamangue Kolo sur la desserte en électricité. Cette question a suscité beaucoup d'intérêt. Près de 40 députés ont pris la parole pour poser des questions que leurs électeurs se posent sur la SNEL. Après les débats, le DG de la Société nationale d'électricité a demandé 48 heures pour revenir rencontrer les préoccupations des élus du peuple. Près d'une semaine après les événements malheureux survenus à l'Assemblée provinciale du Congo central, rien n'est jusque-là fait pour sanctionner les auteurs. Voilà pourquoi l'organe délibérant du Congo central monte au créneau pour dénoncer ce qu'il qualifie des silences coupables, de l'insouciance des autorités provinciales face à ces actes qui ont terni l'image de la province. Dans une déclaration signée par les présidents des groupes parlementaires et celui du comité de sages, les députés provinciaux exigent à ce qu'une plénière soit convoquée le 10 avril prochain pour tirer au clair cette affaire et que des sanctions soient infligées à ces auteurs directs et indirects. Signalons que le 30 mars, comme vous le voyez sur ces images, un groupe de jeunes avec à leur tête un certain Papi Lévy, présenté comme un proche du gouverneur Jacques Mbadoum Sitou, avait attaqué le siège de l'Assemblée provinciale pour des raisons jusque-là non connues au moment où les députés provinciaux participaient à l'ouverture de la session de mars. Le bilan de cette attaque fait état des dégâts matériels importants. En sport, avant de passer à la page internationale, Ligue nationale de football, 2 rencontres étaient au rendez-vous cet après-midi au stade Tata Raphaël de la Quétule. En première heure, Dragon a fait match nul des 2 buts partout avec Montbleu, une équipe de la province de l'Ituri. En deuxième explication, ni vainqueur ni vaincu entre le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa et Maniema Union. Ces 2 équipes se sont séparées sur les scores d'1 but partout. Suivez quelques moments forts de cette rencontre. Là encore, Lovan joue son rôle. Voilà. Motomongo avait raison. Motomongo a tous les arguments, a tous les atouts, des pieds sur terre.
Le coup franc est parti. Comme vous le remarquez, bel coup de tête. Ça fait, moi je représente toute une province, tous les habitants, toutes les hommes, toutes les femmes de Maniema sont mes supporters. Et voici le plat que Maniema a. Le Lingue avance, c'est parti dans le mur. Renvoyé. C'est une sortie pour le Daingo Motema Pembe. Là, les gars, le Motema Pembe est obligé de réagir parce qu'après avoir marqué ce but, le poulain de 10 mots m'a pensé que c'était fait, mais là, le score est toujours d'habitant. Oui, à l'étranger, vous le savez, le pays arc-en-ciel est en deuil à la suite du décès de Winnie Madikizela Mandela, ex-épouse du feu Nelson Mandela, décédé à l'âge de 81 ans. C'est que les Sud-Africains appelaient affectueusement la mère de la nation sera mise en terre le 14 avril prochain. Entre-temps, des hommages lui sont rendus par non seulement les Sud-Africains, mais aussi des personnalités étrangères, comme nous le décrit nos reporters en Afrique du Sud. Le monde est en deuil, l'Afrique est en deuil. Il pleure sa fille, digne de ce nom, Winnie Madikizela Mandela, qui fut une grande combattante pour la libération du peuple noir d'Afrique du Sud. Elle s'est éteinte à l'âge de 80 ans et laissant derrière elle un héritage que les Sud-Africains ligueront à leurs enfants, aux petits-enfants de leurs enfants, ce qui est la liberté, comme eux, ils aiment bien l'appeler ici, le freedom. Et comme vous pouvez le constater derrière moi, les gens sont venus du monde entier pour venir rendre un dernier hommage à cette dame, à cette maman qui avait consacré toute sa vie rien que pour la libération du peuple noir d'Afrique du Sud. Suivez. Winnie est une icône non seulement pour l'Afrique du Sud, mais aussi pour tous les continents africains. Elle a consacré toute sa vie dans la lutte pour la défense de la démocratie nationale. You know, we came here with the Minister of Prisoners and ex-prisoners. Nous représentons les ministres près le président de l'autorité de la Palestine. Nous sommes ici pour honorer Winnie Mandela, une femme infatigable qui a beaucoup aidé la population sud-africaine dans sa lutte pour la liberté. Oppressed people of South Africa and not only in South Africa. This is the painting of the late icon. Depuis que j'ai appris sa mort le lundi, j'ai décidé de dessiner ses portraits car Winnie Mandela est une grande personnalité et une icône du continent africain. Je voudrais, à travers ces portraits, honorer sa mémoire. C'était David Balingi et Chris Boubou pour le compte de la RTGA en Afrique du Sud. Et voici maintenant le